Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. En Afrique du Sud, la commission chargée de l'organisation des élections exige en raison du Covid-19 le report des élections municipales prévues en octobre prochain. La mesure n'a pas encore été validée, mais elle divise la classe politique. Vous le verrez. Appui de la Banque mondiale au programme tanzanien qui vise le développement des infrastructures. Un soutien à hauteur de 300 millions de dollars destiné à développer le réseau routier dans les zones rurales. Vers peut-être l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une campagne officielle a été lancée mardi à Kinshasa pour promouvoir l'inscription à l'UNESCO de ce genre majeur de la musique africaine. Mais avant de développer ce titre, d'abord le report au 20 septembre du verdict du procès de Paul Rusesabagina. Le verdict était attendu ce vendredi 20 août. Le procès de Paul Rusesabagina était ouvert à Kigali en février. Il comparaissait avec une vingtaine d'autres personnes pour son soutien présumé au groupe rebelle, le Front de Libération Nationale, accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018. Jugé pour 9 chefs d'accusation qu'il conteste, dont celui de terrorisme, l'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines, actuel opposant au président Paul Kagame, encourt la prison à vie. Le Parlement européen et la Belgique, dont il est ressortissant, ont exprimé leurs préoccupations quant à l'équité du procès. En Afrique du Sud, la commission électorale a saisi la Cour constitutionnelle pour examiner la possibilité d'un report des élections municipales en février 2022 en raison du contexte sanitaire. Une proposition fustigée par une partie de la classe politique qui plaide en faveur du maintien du scrutin à la date prévue, c'est-à-dire le 27 octobre 2021. Nathalie Mo. La Commission électorale indépendante de l'Afrique du Sud souhaite le report des élections municipales prévues le 27 octobre 2021. L'organe électoral sud-africain estime qu'une élection libre et équitable ne peut se tenir avant février 2022 dans le pays. Pour cause, seuls quelques partis politiques ont les moyens d'organiser des campagnes électorales par voie électronique. La Commission électorale sud-africaine craint l'illégitimité du vote. Les élections risquent d'être annulées et en fait, si elles ne sont pas libres et équitables, elles sont inconstitutionnelles et doivent être annulées. Mais les conséquences ne se limiteraient pas au juridique, elles auraient aussi des conséquences sociales et politiques. Si les élections ne sont pas libres et équitables, elles n'auront aucune crédibilité. La société ne respecterait pas le résultat. Les partis politiques s'opposent au report des élections à 2 mois de la tenue du scrutin, une décision anticonstitutionnelle de leur avis, alors que la commission électorale a saisi la Cour constitutionnelle pour examiner son recours. Les formations politiques d'Afrique du Sud réagissent. Elles indiquent que seul le Parlement a vocation à amender la Constitution. Nous ferions une grave erreur si nous permettons à la Cour constitutionnelle de dicter quand et comment la Constitution peut être amendée. De plus, l'administration locale est en crise, donc nous devons maintenir le scrutin pour que la population choisisse ses dirigeants. La situation actuelle aurait dû être résolue il y a plusieurs mois. Le fait que la Cour constitutionnelle soit saisie à 2 mois du vote implique que de toutes les manières, le peuple sud-africain sortira perdant de ce processus. La Commission électorale indépendante d'Afrique du Sud s'appuie sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur le pays pour justifier un report des municipales. L'Afrique du Sud a actuellement l'une des incidences les plus élevées du continent africain. L'impact de la pandémie a contraint le gouvernement à déclarer l'état de catastrophe nationale. Mais pour les acteurs politiques sud-africains, il est probable, au vu de l'évolution du Covid-19, que le déroulement du vote soit malgré tout soumis à des restrictions sanitaires, même en cas de report du scrutin. Le Tchad retire 600 soldats de la zone des 3 frontières. Ces militaires combattaient au sein de la force du G5 Sahel. Un contingent de 1200 soldats tchadiens avait été déployé en février dans la zone frontière du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour lutter contre les groupes terroristes qui agissent dans la région. Et pour justifier sa décision, le gouvernement évoque un redéploiement stratégique.
On en vient au soutien de la Banque mondiale au programme du gouvernement tanzanien qui entend développer les infrastructures routières, un soutien à hauteur de 300 millions de dollars destiné à développer le réseau routier dans les zones rurales. Marie-Raphaël Antolo. Le secteur routier tanzanien va bénéficier d'un fonds de 300 millions de dollars. Octroyé par la Banque mondiale dans le cadre d'un accord avec le pays, ce fonds vise à financer la mise en œuvre du projet tanzanien dénommé RISE, Road to Inclusion and Socio-Economic Opportunities. Ce programme vise par ailleurs la construction de plusieurs routes rurales au sud, au centre et dans le nord-ouest du pays. Alors le programme Road to Inclusion and Socio-Economic Opportunity en Tanzanie est un programme quand même qui vient créer, ma foi, des opportunités économiques. Vous savez, là où la route passe, le développement passe. Essayez d'imaginer la réhabilitation de ces infrastructures en zone rurale. Ça va faciliter comme ça le flux des personnes des zones rurales vers les zones urbaines avec le transport, autant pour moi, des marchandises de ces zones vers les zones urbaines. Et lorsque ces marchandises seront transportées, le commerce va se développer dans les zones rurales, dans les zones urbaines. Ça va créer des emplois, ça va créer une chaîne de valeur. L'accord de financement pour les travaux routiers entre la Banque mondiale et la Tanzanie a été signé le jeudi 19 août 2021. Ces travaux estimés sur une superficie de 535 km vont permettre aux zones rurales d'avoir des routes en bon état dans 6 districts ruraux à travers 4 régions qui sont Geita, Tonga, Lindi et Iringa selon les autorités du secteur. De même, un réseau routier de 135 km sera érigé dans les régions. La situation actuelle des routes en Tanzanie n'est pas l'une des plus reluisantes quand vous faites un peu une comparaison avec les autres pays de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya et j'en passe. Donc il y a encore beaucoup à faire du point de vue du développement des infrastructures routières en Tanzanie. La question reste en débat. Vous voyez pourquoi ça fait la priorité des autorités tanzaniennes. Il y a un retard, ma foi, par rapport à certains pays et donc ce retard peut être rattrapé par des allocations budgétaires supplémentaires et, ma foi, par des partenaires multilatéraux et bilatéraux. Avec cet encaissement, les autorités tanzaniennes annoncent pour bientôt le lancement des travaux de construction routière dont le coût total est de 350 millions de dollars. Selon la Banque mondiale, la concrétisation de ce projet va permettre d'offrir des possibilités d'emploi à la population dans certaines zones rurales et de renforcer les capacités de gestion durable des routes rurales en intégrant des approches d'engagement communautaire. La Gambie déclare une urgence de santé publique après la découverte de 2 cas de poliovirus. La Gambie, pourtant déclarée exempte de poliomyélite de type 2 depuis 2004. En déclarant cette urgence de santé publique, les autorités vont déployer une série de campagnes de vaccination. Nathalie Moore. La lutte contre le poliovirus de type 2 devient une urgence de santé publique en Gambie. Pour empêcher l'évolution de la maladie, le gouvernement gambien promet des campagnes de vaccination massive. La stratégie sanitaire vise à immuniser 382 908 enfants de 0 à 59 mois. Les autorités incitent également les parents à être réceptifs à la campagne vaccinale. Il faut donner à la population des messages clés, leur faire comprendre que la poliomyélite est une maladie infectieuse. Ici, il suffit un cas. Il y a plusieurs autres enfants qui sont exposés tout autour d'eux. On dit souvent un seul cas de poliomyélite expose au moins 200 autres enfants. Il ne faudrait pas que notre enfant soit le cas index qui contaminera les autres. Ça, c'est un message de la population. Mais on peut utiliser divers canaux pour passer ce message à la population. On peut utiliser des tracts. On peut utiliser des leaders d'opinion. Les leaders d'opinion sont vraiment très essentiels ici. Dans un communiqué le 18 août 2021, le ministre de la Santé publique, Amadou Lamine Samaté, a déclaré que des échantillons prélevés dans les eaux usées de la capitale Banjul et de la station balnéaire de Kotou avaient été testés positifs au poliovirus de type 2.
Les autorités gambiennes assurent avoir amélioré le système de surveillance afin d'augmenter la sensibilité et la qualité dans le suivi des cas de polio en circulation. Il y a une surveillance qui est très importante, la surveillance active. Là, le personnel de surveillance de santé publique qui a été désigné est impliqué directement dans la détection des cas. Il n'attend pas comme dans la surveillance active, passive. C'est lui qui est impliqué. Il va dans les registres, il recherche des cas selon les signes et symptômes, des cas qui pourraient ressembler, qui pourraient concorder avec la définition d'un cas de paralysie flasque aiguë. Ils recherchent ces cas, ils appellent, ils essaient d'avoir l'évolution de ces personnes. C'est ça, ils font une recherche active dans les registres. Ils peuvent également aller dans la communauté, organiser des mini-campagnes dans la communauté, informer les leaders d'opinion dans la communauté pour pouvoir rechercher ces cas, aller vers les thérapeutes. La Gambie avait été déclarée exempte de polio en 2004. En août 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré les 47 pays de sa région Afrique libres du poliovirus sauvage après 4 ans sans nouveau cas. La polio est une maladie infectieuse causée par un virus qui infecte le système nerveux et peut entraîner une paralysie irréversible. La franco-américaine, célèbre artiste du musical, Josephine Baker, va faire son entrée au Panthéon. La cérémonie aura lieu le 30 novembre prochain. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a répondu favorablement à un groupe de personnalités à l'origine d'une pétition en faveur de cette initiative. Pétition lancée en 2019 et qui a récolté plus de 38 000 signatures. La chanteuse, danseuse et figure de la résistance et de la lutte contre le racisme sera la première femme noire à reposer dans la nécropole située au centre de Paris. Une campagne officielle a été lancée dans la capitale congolaise, Kinshasa, afin de promouvoir l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, une inscription convoitée 5 ans après que la version cubaine de la rumba ait été admise au patrimoine mondial. Jacques Amboka. La rumba, une identité congolaise en quête de reconnaissance. Cette musique, portée au niveau continental par des grands noms de la musique congolaise, Grand Calais, Tabouley, Rochero, Papa Wemba, d'heureuse mémoire, Kofi Olomide, pour ne citer que ceux-là, voudrait s'inscrire dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est dans cette optique qu'une campagne a été lancée à Kinshasa le mardi 18 août 2021. Donc c'est la preuve que nous sommes tenaces, nous persévérons afin que le monde reconnaisse que la rumba est un élément culturel de taille et que pour cela l'UNESCO devrait accepter cela parmi les patrimoines immatériels. En présence de plusieurs personnalités du monde de la culture, la campagne pour l'inscription de la rumba comme patrimoine de l'UNESCO a été lancée à l'Institut national des arts. 2 pays s'engagent dans cette campagne, à savoir la RD Congo et la République du Congo, qui partagent le mieux cette culture. La démarche que nous menons, le plaidoyer que nous menons, c'est un plaidoyer en commun avec la République du Congo-Brazza. Et si nous en sommes arrivés à ce stade, c'est grâce aussi aux experts du Congo-Brazza. Et donc il y a un colloque qui s'organise là-bas, un colloque national, mais ils nous ont associés. C'est donc une initiative bien louable que mènent les 2 pays auprès de l'UNESCO. La rumba a transcendé les frontières avec des chefs-d'œuvre comme Indépendance Cha-Cha des Grands Calais, pour ne citer que celle-là. La démarche engagée doit être soutenue au niveau politique et s'accompagner par plus de reconnaissance des pionniers de cette musique qui sont décédés sans avoir réellement bénéficié de leurs œuvres, notent les observateurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.